Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. OK, bonjour. Bienvenue à cette table ronde découverte de la collection Micro. Donc, j'ai la chance d'être entourée d'auteurs et d'autrices extraordinaires qui ont participé à cette... Oui, c'est vous, de vous dont je parle. Tous. Il y a une personne que j'aime moins. Je vous invite à essayer de deviner durant l'animation quelle est la personne que j'aime le moins. On ne sait pas. Et cette personne-là, à la fin, gagne un prix extraordinaire. En fait, je ne vais pas, moi, vous raconter la collection Micro parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir les auteurs et les autrices de la collection, mais aussi la directrice de la collection. Et donc, je ne l'ai pas préparée. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Elle ne sait pas quelle question je vais lui poser. Non. Alors, Carole, oui. La collection... Il va falloir que tu rapproches ton micro de toi. La collection Micro étant composée de textes très courts, oui. Ta réponse doit être brève. Est-ce que tu peux nous décrire la collection Micro en 3 mots? Court, intense, monologue. Ouais! C'est-tu la bonne réponse? Oui. C'est super bon. Mais monologue, ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu veux dire par monologue? Ça veut dire que c'est des textes écrits au jeu où le personnage, le narrateur, parle en son nom. D'accord. Et est-ce que monologue, on peut associer ça, par exemple, au théâtre? Oui, bien sûr. Donc, c'est des textes qui peuvent être dits à voix haute, des textes qui ont une certaine forme d'oralité, c'est-à-dire des textes comme des textes de théâtre qu'on peut dire à voix haute, qu'on peut entendre à voix haute, qui incarnent un personnage qui parle, comme on pourra en entendre au théâtre. Cette collection-là, elle est née comment à la courte échelle? Elle est née de quel? Est-ce que c'est né d'un besoin? Est-ce que c'est né d'un premier texte? Comment elle est venue au monde? Non, je ne l'ai pas menée d'un premier texte, je l'ai réfléchi, en fait, parce que je cherchais une façon de m'adresser aux adolescents de façon différente que par le roman. Et j'ai pensé qu'à notre époque où tout va vite et que ce serait bien d'avoir des textes courts, puis des textes qui étaient... et que le monologue était une belle façon de s'adresser aux jeunes parce que ça permet beaucoup d'identification au personnage et ça permet de vivre des émotions plus intenses. Donc, j'ai vu que ces textes-là soient de façon intense. Et j'aime que ces textes-là de la collection Micro aussi présentent des dilemmes moraux, des questions éthiques, des enjeux sociétaux, des questions, en fait, que le texte pose des questions, ne donne pas des réponses, mais pose des questions qui peuvent après susciter des discussions entre lecteurs-lectrices ou en classe quand c'est présenté dans le cadre scolaire. Alors, Carole a été brève dans une première partie. Les auteurs et les autrices, Carole, tu vas aussi devoir parler de nouveau puisque tu en as écrit un aussi livre dans la collection. J'aimerais ça que vous présentiez vos œuvres en une phrase. Ah. Tu peux commencer, Amélie. Une adolescente qui crash sur la rue Alexandre parce qu'il y a une réalité qu'elle ne veut pas affronter à la maison. C'est bien dit. Et là, la rue Alexandre, qui est située à Sherbrooke, parce qu'il est vraiment situé quelque part, cette œuvre-là aussi. OK, Thomas? C'est l'histoire d'un garçon qui prend un job dans un club vidéo hanté pour traverser une peine d'amour. C'est cool, c'est vraiment... Je trouve que cette phrase-là, quand même on aurait pu même aller un peu plus trash. Oui, j'y ai pensé. Mais ça, puis on s'est dit, on a aussi un public plus jeune. Laissons du suspense. On laissons du suspense. Mais tout à l'heure, tu vas en lire un extrait. Oui, complètement. Donc, il va y avoir ça aussi. Carole, je te lance sur 2 livres parce que Carole, ici, aujourd'hui, a 2 personnalités. Oui, elle a la personnalité Carole et la personnalité Laurie, qui a aussi publié dans la collection. Alors, en clagne. En clagne, c'est l'histoire d'un garçon qui a un accident, qui frappe accidentellement un vélo et qui se sauve. Et puis qui se demande après, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vélo qui n'est pas seul au milieu du chemin. Non, il y a quelqu'un sur le vélo, oui. Parce que ce ne serait pas la même histoire. Non. OK, parfait. Puis il faut que je fasse Laurie, là. Oui, il faut que tu fasses Laurie maintenant. Laurie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, pendant un party d'Halloween, est victime d'une agression sexuelle. Et puis après, elle cherche à savoir, avec une amie, à savoir qui a fait ça. Et puis une fois qu'ils
c'est ça. Je raconte pas toute l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une agression sexuelle dans un party d'Halloween. Super. Et Chloé, maintenant? C'est super difficile. OK. Je dirais une amitié inégale où une essaie toujours de sauver l'autre en se posant la question jusqu'où elle va se rendre pour sauver sa meilleure amie. Hmm. Oui. Bien, c'est bien résumé. Je sais pas comment j'aurais pu faire. En fait, moi non plus. Vous écoutez présenter les livres, je trouve que vous faites du très bon travail. Comment c'est passé? Est-ce que c'est Carole qui est venue vous chercher pour écrire dans la collection? Est-ce que c'est vous qui avez approché pour écrire dans cette collection-là? Comment ça s'est passé? Bon, Ah. je peux y aller. Oui. Mais c'est Carole qui m'a approché parce que je pense qu'on connaissait des gens en commun. Puis, tu sais, tu avais comme un intérêt aussi pour les gens qui écrivent du théâtre parce que la forme du monologue, c'est quand même beaucoup pratiqué par des auteurs et des autrices de théâtre. Fait que c'est des amis qui m'ont recommandé puis qui ont dit quelqu'un à la courte échelle va t'écrire. Et c'était Carole. Puis voilà, fait que ça a commencé comme ça. J'aime ça. Puis tu étais ouvert tout de suite Oui. à dire oui. Complètement. Ben oui, puis tu sais, en théâtre, on a très peur du roman. Là, c'est comme la grosse forme effrayante. Fait que là, il y avait comme l'idée de pas faire un roman, mais d'en faire un. Fait que j'ai trouvé ça super. J'étais comme, ça va être comme un texte de théâtre, mais ça va avoir une forme physique. Oui. Fait que oui, j'étais vraiment emballé. Tu as aussi gardé il y a aussi une forme théâtrale dans les dialogues que tu as conservé quand même à l'intérieur du roman. Oh, il y a des scènes. Fait que, oui, ça sonne comme une pièce de théâtre. Chloé aussi, tu viens du monde du théâtre, si je comprends bien. Oui, exactement. Oui. Et ça s'est passé de la même façon, c'est Carole? Moi, en fait, j'ai une amie extraordinaire qui écrit du théâtre qui s'appelle Annick Lefebvre. Puis Annick a eu la grande gentillesse d'envoyer Fracture, qui est ma première pièce, à Carole en se disant « Ah, me semble que cette collection-là, ça fitterait avec la façon que tu abordes les choses, avec la façon que tu t'exprimes. » Puis c'est ça, quelques semaines plus tard, je pense, j'ai reçu un magnifique courriel de Carole et j'étais super emballée. Puis je connaissais déjà la collection. J'adorais déjà la collection. Donc voilà. Ah, extraordinaire. Amélie? Plein de gens en commun m'ont dit il faut que tu rencontres Carole, il faut que Carole te rencontre. Je l'abordais avec un texte. J'espérais que ça soit un texte d'horreur, mais ça a l'air que je suis pas capable d'écrire. Fait que finalement, elle m'a dit ça te tente pas ton monologue? Puis j'étais en train de le faire. Le Diamantendre a vraiment été joué à Sherbrooke sur la rue Alexandre. Et là, tu viens aussi du monde, je veux dire, t'es aussi dans le monde du théâtre. Ouais, bien surtout. J'ai une maîtrise en théâtre, en fait, ouais. Non, je t'ai coupé. Donc, ça a été joué sur la rue Alexandre. Ça a été joué in situ sur la rue Alexandre. Les gens avaient des écouteurs sur les oreilles, puis ils entendaient tout d'un coup une voix, puis ils savaient pas trop c'était la voix de qui parmi nous. Fait qu'il y avait tout le temps des petites têtes de suricates qui se tournaient pour savoir c'est qui parlait. Puis finalement, les gens réalisaient qu'on avait comme juste accès à la pensée de quelqu'un. Donc, voilà. C'est comme si on avait oublié d'éteindre le micro dans la tête d'une adolescente. J'aime ça. Comme ça. Et Carole, comment s'est passée ton implication dans la collection? Et puis, je me suis moi-même invitée. En fait, c'est parce que j'essayais de bâtir la collection et j'avais pas suffisamment de textes. Puis comme je fais ça parfois quand je suis éditrice, quand il manque des textes dans une collection, j'en écris un pour bourrer les trous. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le mien. Pour Laurie, c'est pareil, je l'ai invitée aussi suite à des recommandations de personnes. Là. Et comment? Même, je pense, oui. Il est vraiment... oui. Ah. Ceci est un signal vraiment subtil de parler plus dans le micro. Oui. Il était de les Comment c'est passé? Parce que c'est une collection qui est aussi très, très parlée, justement. Donc, c'est ce qu'on voit aussi. Est-ce qu'au théâtre, vous écrivez de cette façon-là aussi? Ou est-ce que vous êtes allé plus loin dans l'oralité dans cette collection-là? Comment ça se passe? Est-ce qu'on écrit d'une certaine façon? Après ça, on retravaille l'oralité? Est-ce que c'est d'un premier jet? Comment est le rapport à l'oralité particulière de cette collection-là? Et donc? Oh, Chloé. OK, je peux y aller. En fait, je pense que j'ai pas abordé la langue différemment que dans un texte de théâtre. Tu sais, il y a toujours l'idée de se coller le plus possible à ce qui sonne vrai, pas nécessairement ce qui est vrai, parce que si tu écris ce qui est vrai, ça va être plate en maudit parce que les humains ont des digressions, des parenthèses, comme en ce moment je suis en train de faire, là. Fait que c'est comme un peu éviter tout ça. Ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé un défi et particulier, ça a été qu'il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait personne pour répondre. Puis en théâtre, ça sauve, là. Aussitôt que tu es tanné de ce que la personne qui parle dit, tu passes à un autre appel, puis quelqu'un répond, tu sais, puis il peut même lui dire la chose que tu penses. Fait que si tu trouves ton personnage emmerdant, tu peux lui donner une réponse à travers un autre personnage. Puis là, c'était une parole continue sur plusieurs pages.
Ça a été un rapport à la langue et au souffle différent. Ça prend plus de souffle, je trouve. Oui, est-ce que des fois, toi-même, tu te trouvais justement, c'était plus difficile d'être tout le temps avec le même personnage, toujours la même voix? Ouais, c'est ça. On dirait qu'à un moment donné, il y avait comme d'autres personnages intéressants qui arrivaient, puis j'étais comme, il se passe quoi avec eux? Puis j'étais comme, OK, non, tu peux pas, là. C'est pas important, ça sera pour une autre affaire. Mais oui, tu sais, de rester avec le même personnage, mais je trouve que ça force aussi à l'accompagner. Puis c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, que la collection creuse des questions profondément parce que, tu sais, t'es pogné dans le bon sens avec un personnage. Fait qu'il n'y a pas le choix de dire tout ce qu'il a à dire sur son problème. Il devient plus profond que. Oui. Amélie, toi, c'est drôle parce que j'entendais Thomas qui disait les digressions, tu sais, ça peut être toi, les digressions, c'est ça, mur à mur, là. Ouais. Oui, ça a été difficile de gager, puis honnêtement, en toute humilité, j'ai l'impression que j'ai pas complètement réussi parce que j'étais vraiment collée sur la pièce de théâtre qui était chaque jour différente parce que si quelqu'un passait sur la rue, mettons, puis qu'il y avait une plante, c'était arrivé, là. Une fois, une fille est passée, elle avait une grosse plante sur la tête. Mais là, c'était vraiment hot, tu sais, puis j'avais le goût de le mettre. Fait que j'avais le goût de tout mettre dans ce texte-là. Fait que là, il y a comme plusieurs étapes où on veut découvrir pourquoi la fille est là, pourquoi elle crash sur la rue Alexandre, c'est quoi son drame. Fait que il y a tout ça à découvrir, mais en même temps, j'avais le goût que la rue vibre en même temps. Fait que toutes ces digressions-là de ce qui se passe à l'extérieur. Sauf que là, c'est plus une image, c'est des mots que je dois employer au jeu. Tu sais, on n'est pas dans un narrateur omniscient qui dit soudain arriva une dame avec une plante sur la tête. Fait qu'il faut qu'elle. Hey, qu'est-ce que se fait là, madame, avec la plante sur la tête? Fait que il y a toute cette espèce de jeu-là d'aller-retour qui était assez difficile. Puis voilà, fait qu'il y a des moments où c'était un peu plus tough, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on veut tellement savoir c'est quoi, pourquoi elle est là, pourquoi elle crash, que finalement, on suit le fil. Voilà. Toi, Chloé, c'est particulier parce que ton personnage, on est dans sa tête à elle, mais elle écrit au-dessus. Ben moi, La j'ai voulu grande partie tricher. ici. J'ai essayé de tricher, puis je me suis fait prendre dans mon propre jeu. Finalement, c'était plus difficile. Ah oui? Ben, parce que je me suis rendu compte, j'ai écrit au-dessus parce que c'est vraiment une relation amicale qui est complètement débalancée, là, dans le sens que toute l'attention est mise sur une. Donc, l'autre, c'est dans celle qu'on est dans sa tête. Toute sa réflexion est axée sur l'autre constamment. Fait qu'elle finit par s'exprimer au-dessus constamment. Puis pour moi, c'est une façon aussi de représenter à quel point cette amie-là est rendue omniprésente dans sa vie. Mais je me suis rendu compte que c'est super étrange d'écrire au-dessus parce que tu peux décrire les actions de l'autre personne, mais tu n'as pas accès à son fil psychologique. Puis dans une histoire comme ça, c'est tellement facile de démoniser un individu que je me suis rendu compte que c'était comme un défi de trouver un entre-deux où est-ce que, oui, est mis en valeur à quel point cette amitié-là est inégale puis à un point toxique, mais oui aussi à quel point c'est pas complètement entre les mains de cette jeune-là qui a les outils qu'elle a puis qui est pas nécessairement mal intentionnée. Il y a une fragilité elle-même, en fait. Exactement, qui est fragile elle-même, ça crée un débalancement dans la relation, mais fait que voilà, j'ai voulu tricher, je me suis fait prendre. Un beau défi. J'aime ça. Carole, c'est surprenant parce que moi, je t'ai déjà lu aussi dans beaucoup d'autres choses, puis la langue n'était pas aussi orale que celle-là, alors que celle-là, dès le début, là, les premiers mots du texte, il fait noir, il fait frette. Là. Je parque le char. Là. On est là dans l'oralité. Est-ce que c'est toi qui t'es forcé au départ, justement, à attendre là? En fait, de mettre dans la tête de ce garçon-là qui vit cette situation-là, je me suis mis... J'ai quand même, moi aussi, une formation en théâtre, pas de jeu, là, mais j'ai une formation à l'UQAM. Fait que j'ai quand même côtoyé le monde du théâtre. Je suis assez proche du monde du théâtre, fait que ça reste pas facile, mais ça reste quand même un domaine qui n'est pas étranger, là, le théâtre. Fait que je pense que ça me vient facilement. J'ai écrit du théâtre, là, donc... Donc, tu étais capable d'aller dans cette voie-là. Oui. Mais j'imagine que ça te prend justement une phrase de départ où tu places le ton, puis après ça, tu restes Juste à se mettre dans la tête de ce personnage-là. Là. Mais ce qui était difficile pour moi, qui a écrit beaucoup de livres pour les plus jeunes et des trucs drôles en général, c'est de me mettre dans une situation qui était ni drôle, qui était pas non plus pour les enfants de 7 à 8 ans. T'sais. Fait que c'était comme un nouveau défi qui... du coup, me stressait un peu, comme quelque chose de nouveau. Là. J'ai écrit du théâtre, mais du théâtre comique aussi. Fait que c'est comme... Cette fois-ci, Carole, tu ne seras pas drôle. C'est vraiment ça. Ça aurait été bizarre, pour donner la situation. Ben justement, en fait, je t'invite à nous en lire un extrait que tu as préparé. C'est moi qui commence? C'est toi qui commence. Seigneur, je marque vite. On y va. Claire,
Veuillez vous asseoir. Eh, je sais pas où le mettre. Il fait noir, il fait fret, je parque le char. J'arrête le moteur, mais c'est comme si je n'avais rien arrêté. Il y a toujours autant de bruit dans ma tête. Mon cœur bat à une vitesse de malade. J'ai de la misère à respirer. J'ai jamais fait de crise d'asthme, mais je me dis que ça doit ressembler à ça. J'essaye d'avaler ma salive, mais j'en ai plus. Je suis plus capable de penser. Je suis comme un disque accroché à me répéter « Qu'est-ce que j'ai fait? » J'aurais jamais dit « Qu'est-ce que j'ai fait? » Ça me prend tout mon petit change pour sortir du char, mais une fois dehors, je cours, on va savoir pourquoi. Je rentre dans le chalet, je claque la porte. Qu'est-ce que je m'imaginais? J'allais être protégée contre quelque chose en rentrant là-dedans? Que je passerais dans une autre dimension, ce qui est arrivé serait plus arrivé? J'allume la lumière. J'ai l'impression qu'il fait encore plus frais en dedans, je respire pas mieux. Puis là, les questions arrivent comme tout en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis partie? Pourquoi je me suis sauvée? Qu'est-ce que je fais ici? Puis qu'est-ce qu'il faisait là, lui aussi? Dans le noir, même pas de lumière, son esti de basic. Tout allait bien. Pourquoi il fallait que ça chie, là? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est sûr que le gars aussi doit se poser la question s'il est encore en état de se la poser. Mais es-tu vraiment encore en état de se la poser? J'aurais jamais dû prendre le char, jamais. De toute façon, qu'est-ce que je suis allée foutre là? J'avais même pas le goût d'y aller à ce party-là. Je le sentais pas. C'était à peine si je le connais, Fred. Je m'en calais-tu de sa fête? Sa crise de fête plate. Même que c'était juste weird que je sois là. Si Mathias n'avait pas tant incité aussi, c'est de sa faute. Il m'a traîné là juste pour voir une fille qui aurait pu dater n'importe où sur la terre. Il m'a traîné là, puis il m'a planté là. Avec juste un paquet d'inconnus qui me traitaient comme si j'étais un chien perdu qui venait d'arriver dans leur cour. Un chien miteux et qui sait même pas la peine de le jeter un regard de pitié. C'est ça, un ami? Un gars qui te tête un livre pour aller creuser puis qui te laisse se débrouiller quand il a trouvé le courage de frencher? Le pire, c'est que je peux même pas accuser l'alcool, j'ai rien bu. Shit, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas rester ici jusqu'à la fin des temps, il va bien falloir que je rentre chez nous. Mes parents vont s'inquiéter puis ils vont me chercher. Puis c'est sûr que le chalet, c'est la première place où ils vont aller une fois qu'ils vont avoir fait le tour de mes 2-3 amis. Mathias, Vincent, Éloi. Lila, ils savent même pas qu'elle existe. Je peux pas croire que ma vie est finie parce que je suis allée à la fête d'un gars dont je me torche. Elle va finir de même, ma jeunesse, c'est ça? That's it? Meilleure chance la prochaine fois? C'est pas comme si j'avais eu un accident en vivant ma best life, en roulant quelque part de beau dans les montagnes rocheuses ou dans le désert de Sonora, avec une belle fille qui rit à côté de moi, qui trouve que je suis le plus beau, le plus fin, le plus drôle des gars qu'elle a jamais vu. Non. Je roulais à 351 entre un champ de foin et un bungalow cheap. Les mêmes champs et les mêmes bungalows que j'ai vus des milliers de fois dans ma vie parce que c'est le même trajet que celui d'autobus scolaire qui m'amenait à Polyvalente. Un trajet que j'ai passé mon secondaire à checker par la fenêtre parce que même si c'est un décor plus drabe que drabe, ce qui se passe en autobus scolaire est encore plus laid. Des filles insignifiantes qui jacassent et bavassent sont jamais assez filles à leur goût alors qu'elles sont déjà trop au mien. Des caricatures de gars qui se prennent pour des pick-up vivants, qui ont l'air de tous penser qu'ils sont plus smart que les autres autour. Hey, il faut que tu sois cavrard pour penser que donner une claque en arrière de la tête de quelqu'un en riant comme un cave, c'est la preuve que tu fais partie de l'élite de l'espèce humaine. Je repense au gars sur le bord du chemin avec son bicycle. Il y a sûrement quelqu'un qui a appelé l'ambulance. Rendu là, il y a toujours du monde qui passe cette route-là le vendredi soir, puis il n'est pas tard. J'ai vu l'heure en rentrant au chalet, il n'était même pas 11 heures. Veux-tu bien me dire qui c'est qui fait du bicycle à cette heure-là sur une route de campagne? Il faisait-tu exprès? C'est un suicidaire? Pourquoi il s'est pas tassé? Il devait bien voir qu'il y avait un char qui s'en venait l'épée. J'avais mes lumières, moi. C'est sûr que si j'avais pas été en tabarnak, si j'avais pas ruminé à 100 000 à l'heure dans ma tête parce que j'étais fru que Mathias m'a utilisé, si j'avais pas été en train de sacrer après en le traitant de trou de cul, si j'avais pas eu étampé dans l'estomac l'impression d'être rien, tout ça à cause de la gang de fraîchis à Fred qui font semblant que je n'existe pas, qui ont toujours fait semblant que je n'existais pas d'aussi loin que je me rappelle. Ça ne m'avait pas tant enragé moi-même d'être enragé contre eux autres pour ça. Si j'avais pas eu l'impression d'être encore dans l'autobus scolaire en train de regarder dehors pour pas sentir ça. Cette sensation-là de pas exister, sale, grosse, collante, que même ceux qui sont censés être mes amis arrivent à me faire sentir, comme Mathias. Si tout ça n'avait pas turbiné dans ma tête assez vite pour me donner mal au cœur, mais peut-être que je l'aurais vu à temps, le cycliste fantôme. Ça se peut-tu qu'il ne m'ait pas vu, lui non plus? Ça se peut-tu que même en char, avec les hautes allumées, je sois invisible? Merci. Je
je me suis posé la question en tentant d'en lire. Comme c'est des textes très, très oraux, à quelle fréquence est-ce que vous avez lu vos textes à voix haute pendant l'écriture? Ah oui. Sans arrêt. Ouais. Ben là, Ouais. c'est sûr que moi, je l'ai travaillé en théâtre avec une actrice, mais sans arrêt. Moi, je lis, j'écris pour les oreilles, je l'ai toujours dit. Ouais. J'aime ça. Veux-tu y aller? À chaque version aussi. Ouais. Ben, dès que je finissais une version, je la retraversais au complet en la lisant, puis je rectifiais certaines choses que je trouvais qui n'étaient pas assez comme. Qui faisaient plus prose que vraiment langue parlée, là. Donc, à la fin de la version, pas pendant Ouais. la version. J'avoue que j'écrivais une version, sauf s'il y a des phrases que j'hésitais, là, je les lisais sur le moment, puis j'essayais de voir, tu sais, qu'est-ce qui venait le mieux, mais sinon, ouais, j'allais à chaque fin de version. Ouais. Moi, on dirait, j'ai chuchote mes phrases, mais j'ai pas à voix haute. On dirait Non? que je fais toujours ça. Tu sais, à chaque fois que j'écris une phrase, tu sais, je la dis, mais tu sais, je l'oralise pas, mais je l'imagine, tu sais, dans ma tête sur. La voix est là dans La ta voix est tête. là dans ma tête, c'est ça, mais je Ouais. la lis pas. Mais des fois, j'ai comme. Je peux appeler un ami comédien puis faire comme Hey, tu voudrais-tu venir chez nous, je te paye la pizza, puis Tu lis mon texte, ça va. ton texte, puis tu me dis s'il y a des trucs qui ont accroché ou des trucs qui ont. Ah, j'aime ça. Fait que le faire lire par Et- quelqu'un d'autre pour. Ben, ça donne une distance. Ouais. C'est comme l'imprimer, là, après l'avoir écrit, là, ça donne une Mm. distance, puis ça te permet de voir ce qui dépasse. Très cool. Carole, est-ce que tu es plus du style ami pizza ou. Non, des j'ai pas fois- d'amis, puis je suis trop cheap, ben, il y a pizza. Non, mais je l'entends dans ma tête quand j'écris. J'entends beaucoup, même, j'écris beaucoup dans ma tête. J'entends aussi beaucoup, même, les textes pour les plus jeunes. Mais je le lis quand même au moins une fois ou deux ou trois à voix haute pour être sûr que ça se peut dans la bouche. OK. Amélie, je t'invite à lire à ton tour un extrait. C'est pas ton pouling, t'es plus court ou extended? C'est quoi la vague? Court, plus court, hein? Juste regarder. Je vais mettre mes lunettes, c'est pas long. On a accès au look numéro 2. Le look lectis d'Amélie. Carole, est-ce que Laurie a une personnalité à lunettes aussi? Est-ce que tu vas garder tes lunettes pour lire l'extrait de Laurie? Elle a Non, pas de lunettes, non. Non, pas de lunettes. Mais Mais si j'enlève mon pour lire, lunettes, je peux pas lire. Ah, c'est pas si... Ouais, je vais y aller. OK. Bon. OK. Coup de cœur assuré. Et le monde pense qu'un cœur, c'est comme les petits collants rouges dans la vitrine à côté du slogan, mais ça n'a pas rapport. J'en ai vu des vrais dans un documentaire, c'est brun, c'est mou, c'est en forme d'espèce de diamant. Ouais, le cœur, c'est comme un diamant, mais mou. Diamant mou. Je m'en vais chasser au camping Île-Marie. Non, 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 non. Je n'ai pas peur des fleurs en plastique. Des belles journées pour se mettre dans le trou. Oh non, mais qu'est-ce que je vois? Un beau gars avec 2 hot dogs dans les mains au resto du camping. Je peux pas passer par-dessus, je peux pas passer par en dessous, ou je peux pas passer ses côtés. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je couche avec. Ma mère, la veille. Ah oui, ça va être la fun. T'es jamais allée à Roulette à Karine. C'est juste pour une nuit, là. Je me dis, hey, shit, ça va être poche. En plus, quand ma mère part sa brosse avec sa BFF, j'existe plus. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais jouer au bingo, au lancer du fer. Puis sérieux, c'est qui les gens qui quittent leur bloc appartement rempli de bruit, d'odeur, puis de graisse, puis de voisins en gogoune, puis en bédaine, pour se retrouver juste dans une autre place cordée avec d'autres bruits, d'autres odeurs, puis d'autres voisins en bédaine gogoune. Anyway. Il haït tout ça, lui aussi, puis il est même pas gêné de me le dire quand je le rencontre au casse-croûte du camping avec 2 hot dogs relish moutarde chou dans les mains. Il est tout comme « Excuse-moi, là, j'ai plus de filtre. Là, je suis là, je te connais même pas, puis je te dis tout ce qui me passe par la tête. Je suis rendue tellement weird à force de passer tout mon été ici. Non, tu restes tout l'été ici au camping Île-Marie. Pauvre toi, sérieux, ça fait 2 heures que je suis ici, puis je suis déjà écœurée. Tu viens d'où? Sherbrooke, là. Je suis ici juste pour une nuit, là. C'est ma mère qui... Toi, tu viens d'où? Nous, on est de Laval. On vit sur un boulevard à 4 voies avec une tour à logement avec 2 arbres malades en face. Fait que tu comprendras que mes parents, ils ont l'impression que c'est la grosse nature sauvage ici, là. Nature. On peut même pas se baigner dans la rivière, trop de courant. Y a-tu de quoi de plus déprimant que d'être sur le bord d'une rivière puis te baigner tout l'été dans une piscine en béton turquoise à la place? Ouais, c'est poche. Mais au moins, à cette hauteur-ci, elle est vraiment belle, la vue sur la Saint-François. Sérieux, je pourrais peut-être la trouver belle si tu venais la regarder avec moi ce soir.
Le soir, à la plage, on se trouve. En tout cas, c'est cool, là. Il se sent vraiment bon, surtout dans son cou. Mon petit corps tout en rondeur, puis en courbe, je l'haïs tellement d'habitude, mais là, sa façon de toucher mes hanches, mes fesses, puis même ma bédaine, je me sens magnifique. Comme si j'étais une sculpture de fou, un chef-d'œuvre. On rit en s'embrassant. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé, ni lui ni moi, à apporter une couverte pour pas être direct sur la terre. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai des feuilles poignées dans les cheveux, puis lui, il pleure tellement qu'il y a du sable dans les yeux. Il pleut un peu. Bon, ben, je pense que je vais y aller, moi. Attends. Il connaît tous les spots du camping à force d'être pris en otage ici. Il m'impressionne pareil quand il réussit à ouvrir avec juste une broche, une roulotte dont les propriétaires sont pas là. T'es fou, man. Ben non, tu vas voir, il n'y a rien là. On va trop se faire pogner au secours. Pantoute. Je fais toujours ça quand j'ai besoin de me cacher du monde puis d'être seule. C'est pas facile d'être seule dans un camping. Aïe, aïe. Puis là, la porte, elle s'ouvre de même, là. Magie. Ouais. Très cool. Fait que t'es au dîner, toi? Ouais. Les murs sont beiges. Il y a des peintures de fleurs puis de chatons. Il y a une nappe en dentelle sur la table puis un plat avec des faux fruits. Je vois le lit au bout. Je sais que c'est là qu'on s'en va, mais je fige en chemin. Je suis gênée puis crampée en même temps. C'est trop ridicule. Qu'est-ce qu'on fout ici? Je nous fait penser à Boucle d'Or qui essaye tous les lits, les chaises et les bols de gruau dans une maison d'ourson qu'elle connaît même pas. Lui aussi est mort de rire. Il s'approche pour se coller, pour qu'on se fasse une bulle de chaleur, une bulle de nous dans cette place frette qui nous appartient pas. Il m'embrasse avec ses lèvres de cow-boy. Je sais, c'est con, mais quand je pense à ses lèvres, c'est le mot cow-boy qui me vient dans la tête. En tout cas, je manque un peu de salive. Ça fait ça quand je suis stressée dans un oral à l'école. Son cœur bat full vite. Je le sens pulser contre le mien. Il est gêné, lui aussi, je le vois bien. Nos nez se frottent. Nos yeux s'alignent dans la nuit. 4 petites perles noires qui brillent. Il me demande avec une voix un peu tremblante si j'ai envie de... Je réponds en lui mettant une main dans les bobettes comme une totale pro du sexe. Je sais pas pourquoi je fais ça, là, mais j'imagine que j'ai déjà vu ça dans un film. Dur, mou, chaud, humide, un peu de jello. On bascule dans le lit, puis finalement, ben, c'est vraiment au dîner parce que je réalise au bout de 2 minutes que j'ai déjà plus de pantalon ni de chandail. Fait que... Bon, pendant qu'il promène son nez dans mes cheveux, je sors de mon corps 2 secondes pour regarder autour de moi, pour sentir la place, pour vibrer l'instant. C'est ici que ça va se passer, entouré de crucifix puis de bibelots de dauphins. Eh ben, coudonc. Shit, ça sent le Febreze en plus. Ma première relation sexuelle à vie va sentir dans mes souvenirs pour toujours le Febreze. C'est tragique, ça. Ah, mais les fins sont bien choisis. Jusqu'ici, je ne vais pas mettre de pression, là, mais jusqu'ici, les fins sont vraiment parfaites. Quand on est invité à participer à une collection, là, c'est sûr que Carole, elle vous lit tous, c'est tout, parce qu'elle travaille avec vous comme directrice littéraire. Mais quand on est invité à participer à une collection comme la collection Micro, est-ce qu'on lit les autres livres qui ont été publiés dans cette collection-là ou on part juste sur des indications précises? Je peux y aller. Oui. Moi, Carole m'a laissé un livre quand je suis partie de notre première rencontre. Elle a dit, ah, tiens, tu peux lire ce livre-là. Tiens, puis c'est Kuba, justement, que j'ai lu. Mais j'avais déjà lu sur la collection. C'était super important pour moi d'avoir lu sur la collection puis de me baser aussi sur nos discussions, là. Mais je pense que d'en avoir lu un, ça m'a donné comme une idée de c'est quoi la ligne directrice, puis dans le plus concret, là. Ouais. Donc, ça t'a vraiment servi de base à ton écriture, cette première lecture-là. Thomas, Ouais. Amélie, est-ce que vous avez aussi lu avant de vous lancer ou c'est autre chose? Ben moi, en fait, ça m'a pris un peu de temps de l'écrire, fait qu'il n'y avait pas de livre de sortie. Fait que j'avais pas de barème. Tu sais, on a discuté, on en a parlé, puis... mais j'avais comme pas d'idée, à part la ligne directrice de la collection qui était très claire, tu sais, j'avais pas d'idée en tête. Fait que je suis comme parti avec ça en Mettons. découvrant. Ouais. Amélie? C'était déjà une pièce de théâtre, fait que tout l'enjeu, ça a été de l'adapter, en fait. Est-ce que tu avais lu d'autres livres de la collection pour savoir où est-ce que tu allais l'adapter? Oui, j'ai lu Carole avant, excusez-moi. OK. Parfait. Donc, Carole avait été lue aussi. Mais parce que c'est sûr que, moi, du point de vue extérieur, je les ai tous lus, les livres, puis chacun a son univers. Mais c'est vrai que
pour faire partie d'une collection, il faut aussi qu'il y ait des points communs. Carole, ça, c'est ton travail aussi de directrice de collection, de t'assurer que tous ces textes-là entrent. Est-ce qu'il y a des moments où tu lances des perches, puis tu reçois les textes, puis tu fais « Ah non, finalement, ça ne peut pas aller dans cette collection-là? C'est arrivé. » C'est arrivé par moment. Que c'est trop proche du roman. Ou, oui, ça peut arriver, oui. Thomas, est-ce que tu as envie de nous lire un extrait? Là, je ne pourrais pas afficher ton livre. Ben non, mais je vais le Pas tenir apporté. comme ça pour l'afficher. Toi-même. Comme, ouais, puis je vais le bouger pour attirer l'œil, ça va être super. Donc, je vais lire le début du livre. Alors, scène 1, quand s'arrête la musique. 31 octobre 2006. On s'enferme dans les toilettes, Sophie puis moi. Je suis déguisé en squelette, puis elle en âne. Elle veut me parler. C'est sérieux. Elle dit « Devine, je suis déguisé en quoi? » Je dis « T'es un âne. » Elle, un âne célibataire. Moi, je comprends pas. Elle, je te laisse. Je pleure. Il y aurait peut-être eu des manières plus sensibles de me l'annoncer. Elle dit « T'es pas obligé de prendre 2 mouchoirs. Un, c'est en masse. Mais je suis triste. Mon père a un gros nez, puis il prend juste un mouchoir. Je morve. J'ai besoin de 2 mouchoirs. Du Justin Timberlake joue en sourdine. Sexy back. J'ai la bouche pâteuse, le goût de vomir. J'aurais dû me douter de quelque chose. Sophie m'ignorait depuis le début de la soirée. Elle passait le long des murs en faisant semblant de pas me voir. J'y ai demandé si elle m'évitait. Elle a dit « Je vois pas bien avec mon masque d'âne. » Sophie s'assoit sur la toilette. Elle relève son masque d'âne sur sa tête. Sa queue traîne dans l'eau. Moi, je pleure, puis mon maquillage coule partout. J'essaie de la prendre dans mes bras, j'accroche son masque, il tombe dans le bol. Elle se penche pour le ramasser, il est plein d'eau puis de pisse. Quelqu'un a oublié de flusher. Sophie se lève, lave le masque dans le lavabo. Elle lâche. « T'es pas la bonne personne pour moi. » Elle frotte fort pour enlever le pipi. Elle regarde pas. Le masque d'âne me regarde, mais pas Sophie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu m'aimes? J'essaie de dire ça. Pas capable, je peux juste regarder ses mains, l'eau couler sur ses mains. Dans ma tête, je me dis, je suis un squelette qui regarde un âne. Je suis un squelette amoureux d'un âne. Je suis un squelette qui pleure en regardant un âne laver le pipi sur son masque. Je veux la supplier de rester. Je me retiens. Tout ce que je dis, c'est « Veux-tu que je parte? » Elle me regarde pour la première fois de la soirée. Ben, pas obligé, là. Je sors de la salle de bain. On est dans un party costumé organisé par la famille de Soph. Je le savais que ça allait être de la merde, mais pas à ce point-là. Je me dirige vers la sortie, mais avant que j'atteigne le hall, le beau-père de Sophie me saute dessus. Marc est censé être déguisé en ketchup parce qu'il porte juste des vêtements rouges. L'an passé, il était en moutarde, l'année d'avant, en mayonnaise. Tout le monde a crissement hâte qu'il ait fini de passer à travers les condiments. L'an prochain, c'est relish, puis après, c'est fini. Je me remets à pleurer. Je verrai jamais le costume de relish de Marc. J'embrasserai plus jamais Sophie. Marc ne remarque rien. Il me prend par les épaules, il m'a toujours bien aimé, il dit « Enfin, on te cherchait, on va jouer à la chaise musicale. » Je suis au milieu du salon, en peine d'amour, puis je fais un concours de chaise musicale avec mon ancienne belle famille. Personne ne se doute que moi pis Soph, on n'est plus ensemble. Je me force en hostie. Je veux que Sophie regrette de m'avoir laissé. Même si c'est complètement fou, je me dis que si je m'assois sur la dernière chaise, Sophie va revenir avec moi. On va être heureux, pour toujours. Je danse en marchant autour des 8 chaises, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Il reste juste moi puis Audrey, la meilleure amie de la mère de Sophie. Elle est déguisée en mouche puis elle arrête pas de se frotter les mains. Je sais pas si c'est pour son costume ou si elle est juste contente d'être en finale. Autour de nous, des dizaines de personnes crient des encouragements. La grand-mère de Sophie, son neveu de 4 ans, ses oncles, ses tantes, ses cousins-cousines, l'ancien mari de sa marraine, le voisin, le chien du voisin, la chanson part SOS de Rihanna. Pendant que je danse autour des chaises, je remarque mon reflet dans le vide du salon. Il pleut dehors, l'eau ruisselle sur les fenêtres, les branches bougent dans le vent. D'un coup, mon reflet arrête de bouger. Pendant un instant, je continue de danser, mais mon reflet fige, me regarde, me juge. Même mon reflet m'haït. La musique s'arrête, silence, on pourrait entendre une mouche voler. Puis parlant de mouche, Audrey se jette sa chaise comme sur un tas de marde. Elle s'assoit. Victoire! Elle se frotte les pattes, les mouches gagnent tout le temps contre les squelettes. La foule célèbre, la mère de Sophie se contrôle plus. T'es donc ben bonne, Audrey, ma petite chérie, veux-tu du rouge ou du blanc ou un cocktail ou bien un shot?
Je craque. Je pleure comme un gros bébé. Tout le monde se retourne vers moi, malaise. Le beau-père de Sophie vient me voir. « Hey, petit gars, c'est juste un jeu, là, c'est pas grave. » J'ai pas le courage de dire que je pleure pour Sophie. J'ai dit « J'aurais aimé ça que ça fonctionne. » Marc me met sa main sur mon épaule. Il est convaincu que je parle de la chaise musicale. « Tu t'es bien battu. » J'essuie ma mort avec ma manche. J'ai pas été à hauteur. J'ai l'impression que c'est de ma faute. J'ai pas mis assez d'efforts. J'ai pas vu les signes. Je savais pas que ça allait se terminer d'un coup comme ça. Marc me rassure. On le sait jamais à la chaise musicale quand la musique va arrêter, tu sais. C'est ça le but du jeu. Je réponds, j'aurais aimé ça que ça se passe autrement. Marc me dit, dans la vie, on fait toujours notre possible. Tant que notre cœur bat, il y a de l'espoir. Excuse-moi, il faut vraiment que j'aille pisser. Ce soir-là, j'ai découvert que les conseils pour rassurer quelqu'un qui doute de son talent à chaise musicale s'appliquent parfaitement à quelqu'un qui vient de se faire crisser là. Je mets ma veste sans parler à personne. Dans le cadre de porte, je croise Mathieu, l'oncle de Sophie. Il travaille pour la Sûreté du Québec. Il est déguisé en cochon. En rentrant, il dit « Désolé du retard, j'étais sur un call, quelqu'un est mort. » Tout le monde se vire vers lui. La tante qui mange des cachous qui sursaute. « Qui ça? » La mère de Sophie demande « C'est arrivé où? » L'oncle policier dit « Le petit caissier du club vidéo. Le proprio l'a trouvé derrière le bâtiment. » C'était pas beau à voir. J'ai vraiment chaud, je suffoque. J'ai pas le temps d'entendre la suite. Je sors de chez Sof pour la dernière fois de ma vie. Je monte sur mon scooter, puis je disparais dans la nuit. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous aimez vous faire lire des histoires comme ça, vous les faire raconter, les livres de la collection Micro sont sur Nara et donc sont accessibles aussi à l'oral. Donc, c'est des livres qu'on peut lire à voix haute nous-mêmes, mais c'est aussi chouette de les entendre en C'est des versions audio de chacun des livres. Voilà, chacun des livres est en version audio. Il y avait la chanson Sexy Back bien amenée durant cette scène. Est-ce que toi-même, tu l'as écoutée durant l'écriture de la scène? Non, en fait, j'ai cherché des noms de chansons qui sonnaient bien musicalement dans le texte. OK. Tu sais, fait que là, C'est pas tant la chanson elle-même que le titre qui sonnait bien à l'intérieur. Ouais, je trouvais ça drôle, Sexy Back. Même si c'est une chanson que j'aime beaucoup, là. Tu sais, j'ai googlé comme chanson année 2000. Puis là, je regardais des titres. Puis là, j'étais comme Firework de Katy Perry. OK, non, peut-être pas, ça sonne mal. Puis Sexy Back, je trouvais ça drôle aussi par rapport à la rupture. Puis à cette espèce d'idée-là de se sentir vraiment loser sur Sexy Back. Mais je l'ai pas particulièrement écouté. Mais je trouvais que c'était quand même des bonnes paroles pour se sentir ridicule et minable. Oui. Il y a des auteurs qui écrivent avec de la musique, justement, qui choisissent de la musique pour aller en fonction des différentes scènes qu'ils écrivent. Puis ça encourage leur écriture, ça les guide, ça les aide. Est-ce que vous faites partie de ces auteurs-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui écoute de la musique? Moi, je pourrais pas écouter de la musique en écrivant parce que j'écris pour les oreilles, puis il faut vraiment que je m'entende. Fait que on dirait que ça vient vraiment faire de l'interférence. Mais il y a de la musique dans mes... c'est difficile de mettre de la musique de façon pertinente dans un livre. On a toujours l'air un peu de plugger notre playlist de l'heure. C'est gossant. Fait qu'il faut vraiment... ça se travaille. Puis c'est pas toujours réussi. Carole et Chloé, vous non plus, pas de musique dans l'écriture? Non. Non, ça m'angoisse. J'ai comme pas assez de connaissances musicales pour savoir quelle tune mettre pour quel moment. Tu sais, je suis comme, faut que j'écrive une scène dramatique. Hey, qu'est-ce que je mets? Là, je cherche. Je suis comme, OK, non, laisse faire. Je sais pas. Ça m'angoisse. Je sais pas. OK. Thomas, non plus, t'écoutes pas de musique? J'écoute de la musique des fois, mais ça n'a pas rapport. J'écoute de l'opéra, puis de la musique classique. Mais tu sais, là, j'écris des scènes, je sais pas, d'horreur ou des scènes de comédie. Puis, mais tu sais, quand je comprends les paroles, je suis pas capable d'écrire. L'opéra, c'est correct. Ouais, puis ça part pendant 3 heures. Tu sais, t'écoutes pas, c'est pas grave. C'est un peu tout le temps pareil-ish. Non, pas vrai, c'est bon, là. Mais tu sais, dans le sens, t'as pas à penser, à réfléchir à ta playlist avec brio. Là, tu fais juste à partir. Ce qu'on n'a pas entendu dans le livre Le Club vidéo, c'est qu'il y a aussi une partie un peu fantastique. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y a un tueur quelque part, mais qui n'est pas tout à fait réaliste, ce tueur-là. Carole, quand on est allé dans cette direction-là, avec quelque chose qui n'était pas réaliste, puis que les autres livres sont très, très réalistes, t'sais. Est-ce que il a fallu que tu réfléchisses est-ce que cette collection-là peut être ouverte ou tu savais déjà qu'elle était ouverte? Elle était ouverte dans ma tête, elle était ouverte, mais c'est sûr que, mettons, sur papier, quand il m'expliquait qu'est-ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, ça marche pas, comment je vais faire pour lui dire? Mais quand j'ai lu le texte, c'est tellement, l'univers est tellement cohérent, il est tellement complet, c'est que ça marche. J'avais plus aucun doute une fois que j'ai lu le texte, là.
Donc, de base, c'était peut-être un peu réticente Oui, à aller comme, dans cette il y a quoi? direction-là. Un fantôme, un mort, une peine d'amour. Il y avait beaucoup de choses aussi. C'était ambitieux. Fait que là, tu m'avais dit comme ça va faire combien de pages? Je les inquiète-toi pas, ça va faire 10 000 mots. On va travailler dans le 40. cadre, pas mal. Oui, c'est ça. Des fois, tu sais, il n'y a pas de règle hein, qu'est-ce qui fait qu'un texte est bon ou qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Tu sais, des fois, on se met, mais il faudrait ceci, cela, il y a tel critère qui va définir, qui va te permettre de dire c'est un bon texte. Puis il y a des textes qui répondent à aucun de ces critères-là puis qui fonctionnent. Puis il y a des textes qui répondent à tous ces critères-là qui sont plats. Fait que il y a pas de, mais ça, il y a vraiment une magie dans ce texte-là. Écoute, je l'ai lu plusieurs fois puis je ris encore à chacune des blagues. En effet. Ouais, moi aussi, j'avoue que je le raconte des fois, puis là, de le réentendre, je dis, ah oui, c'est pour que je rajoute ce détail-là quand je le raconte, parce que ça vaut la peine. Ce qui est étonnant, c'est que c'est drôle, c'est vivant, mais les émotions sont vraies. Il y a de la peine pour vrai. Puis ça, tu le sens au travers. Tu sais, c'est pas juste une coupe de gags en ligne. Il y a un sujet, il se passe de quoi, là, mais c'est drôle en même temps. Il y a assez de tristesse pour mériter 2 Kleenex. Oui, ben là, ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit dans la vie, mais je rentrerai pas là-dedans. Mais la première peine d'amour, ouais, on m'a dit ça. Puis je me souviens de rien de ce qui s'est dit dans cette rupture-là, sauf de ça, prends pas 2 Kleenex, prends-en juste un. Puis, mais à ce jour, la personne, on est en bon terme, là. Mais cette phrase-là me hante quand même. Je l'ai purgée. Oui, c'est ça. J'espère que la personne a lu le livre puis a fait « Oh! Ouais, je devrais y envoyer par la poste. » Le passage surligné serait le fun. Oui. OK. On va changer de ton quand même, parce qu'on va aller dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Chloé, on est rendu à toi pour une lecture aussi. Toi puis moi, ça a commencé en décembre. En décembre de secondaire 3. Ça a commencé dans la tempête. Dans la première grosse tempête de l'année. Dans la neige. Dans vraiment beaucoup de neige. J'en avais dans mes bottes, dans mon manteau, dans les yeux. Ça fondait sur mes cheveux, sur mes cils. J'avais de la misère à lever la tête tellement il ventait. J'avais de la misère à regarder devant. Depuis le début de l'année, du lundi au vendredi, je sortais de chez moi à 8 heures. Du lundi au vendredi, la même affaire. Du lundi au vendredi, je sortais, je marchais 3-4 carrés de trottoir sans toucher les lignes, puis je te voyais sortir de chez toi. Du lundi au vendredi, de 8h à 8h20, je marchais derrière toi. Du lundi au vendredi, de 8h à 8h20, je marchais derrière toi, puis je te voyais danser un peu en même temps, avec tes écouteurs sur les oreilles. Du lundi au vendredi, de la dernière semaine d'août à la première semaine de décembre, de 8h à 8h20, j'osais pas aller te parler. Même si quelque chose dans mon ventre me disait de prendre ta main avant que tu t'échappes. Je me souviens qu'on avait des cours ensemble, que tu parlais pas vraiment aux gens, que tout le monde riait de ta couette trop basse. Je me souviens que quand t'avais des pâtes dans ton lunch, tu les mangeais toujours séparées de ta sauce, que tu trempais tes pâtes dans ta sauce, que les gens riaient de ça aussi. Je me souviens que j'entendais souvent crier dans ta maison quand je passais devant, puis de m'être demandé si tu gardais tes écouteurs sur tes oreilles tout le temps, chez toi, pour continuer de danser au travers des orages. Je me souviens que t'avais l'air de t'en foutre du rire des autres, que tu la faisais encore plus basse, ta couette, juste pour les faire chier, que t'ajoutais un pot de parmesan séparé de tes pâtes puis de ta sauce dans ton lunch, juste pour les gosser. Que le seul moment où je te voyais trembler un peu, c'était quand tu sortais de chez toi le matin puis que ça grondait de l'autre côté de ta porte. Je me souviens surtout que j'admirais comment t'arrivais à t'asseoir toute seule dans la cafétéria puis à affronter le regard qui se posait sur toi. Que moi, je faisais juste passer mon temps avec des gens que j'étais même pas certaine d'aimer au lieu de les affronter comme tu le faisais, ces regards-là. Que je me suis dit souvent, en te voyant assise à une table proche de la mienne, que je la prendrais bien la place en face de toi pour me sortir de mon quotidien que je trouvais de plus en plus plate. Puis parce que je me reconnaissais un peu, peut-être, dans tes tremblements que personne d'autre voyait. Toi puis moi, ça a commencé en décembre de secondaire 3. Ça a commencé dans la tempête. Je marchais derrière toi, mais j'arrivais à peine à te voir. On était partis de chez nous plus tôt toutes les deux pour pas arriver en retard à cause de notre lutte contre les grands vents. Mes parents étaient partis plus tôt de la maison, eux aussi. Je les avais même pas croisés. Mon père m'avait laissé un déjeuner sur le comptoir que j'avais mangé en 2 bouchées, puis j'étais partie. Je me souviens que mon téléphone avait sonné puis que ma mère m'avait annoncé que l'école était fermée, finalement, parce que les autobus n'arrivaient pas à affronter les grands vents, eux. Je me souviens d'avoir levé la tête, de ne pas avoir vu grand-chose au travers des flocons,
de pas avoir vu grand-chose sur ta silhouette qui continuait d'avancer. « C'est fermé », j'ai crié. Je me souviens de pas avoir vu grand-chose sauf ta silhouette qui s'arrête au milieu de la tempête puis des bourrasques, qui s'arrête puis qui danse pas. Pendant 1 minute, 2 minutes, 5, 6, 7. J'ai pensé aux orages chez toi. J'ai pensé au calme de la maison vide chez moi. Le quelque chose dans mon ventre m'a crié encore plus fort de te prendre la main avant que tu t'échappes. Fait que j'ai bougé mes orteils gelés, j'ai essuyé les flocons sur mes cils, j'ai enfoncé ma vieille tuque de laine sur ma tête puis je me suis approchée de ta silhouette qui avait arrêté de danser. Voilà. Merci. Oui. Ça, en t'écoutant lire, je me disais, est-ce que quand on écrit justement un monologue, qui est un texte très oral, très voué à être écrit aussi, on écrit avec le silence? Est-ce que vous pensez au silence qui viennent dans le texte? Est-ce qu'il y a une différence justement côté longueur de phrase et tout, ponctuation? Est-ce qu'il y a une plus grande pensée pour ces silences-là qui doivent venir dans le texte? Ben, je peux y aller. Moi, particulièrement pour la comédie, pour moi, la comédie, ça se situe beaucoup dans le silence. C'est comme de créer du bruit. Puis au moment où tu rentres dans le silence, c'est comme à la chaise musicale, ça devient drôle. Fait que je pense que je réfléchis le silence par rapport au rire, ou qu'est-ce que ce silence-là dit, puis quelle couleur il a par rapport à est-ce que c'est drôle ou pas. Ouais. OK. Carole? Euh, on le pense aussi dans la mise en page, le silence. Fait qu'on va créer des espaces dans la mise en page pour signifier les silences, pour les installer. Puis cette mise en page-là vient par la suite ou c'est directement dans l'écriture? Dans l'écriture, déjà, on va créer des paragraphes, créer des espaces entre les lignes, des interlignes pour installer le silence. Puis après, à la mise en page, on va le retravailler aussi, pour que ce soit beau, mais aussi pour qu'on le sente encore davantage la présence, le rythme, en fait, installer le rythme du texte aussi visuellement. Amélie, toi, le silence est pas tant là dans ton livre, c'est vrai. Mais est-ce que c'est voulu, justement, que c'est comme une espèce de logorée verbale, là, ça va vite, vite, vite? Mais pour celui-là, c'est sûr que je voulais qu'on sente la rue, puis la rue est foisonnante. Donc, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses qui apparaissent de partout. En même temps, c'est une obsession. Chez moi, le silence, j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. La page blanche, c'est le silence, puis on met du noir dessus, qui est les mots. Mais il faut se rappeler que ce qui est plus dominant, c'est le silence, tu sais. Fait que le silence, pour moi, c'est la gestion du temps. Puis, ben voilà, puis il y avait tout ça, comment gérer le temps, puis comment créer des temps plus bulles. Comme là, j'ai raconté la partie de la roulotte, puis pour moi, c'est un temps plus bulle, puis c'est plus lent. Voilà. Comme ça. Parce que Chloé, comme dans ta lecture, il y avait justement ces silences-là Ouais. qui étaient, tu sais, quand tu as reçu justement la mise en page et tout, est-ce que ça correspondait à toi, la musique qu'il y avait dans ton écriture, finalement? Moi, j'avais déjà fait, je pense, beaucoup de sauts de paragraphes, là, mais j'écris... on dirait que j'écris un peu comme en pensant la musique, là. J'écris beaucoup par rythmique. Fait que je sais, on dirait que je sens, OK, là, il faut que ça l'accélère, il faut que j'arrête, pause, reprends. Tu sais, comme on dirait que dans ma tête, il y a comme un rythme installé. Puis quand j'écris, on dirait que j'essaie de suivre le rythme, en fait. Là, je suis comme, ça me dépasse un peu. Mais ouais, fait que je dirais mes temps sont déjà, quand je les écris, je sais que ça va être là. Ou j'essaie aussi de, quand c'est à l'oral, de laisser des temps aussi pour que les phrases puissent résonner, là, et qu'on puisse voir l'image. J'ai l'impression des fois comme que quand je lis des textes qui marquent beaucoup, c'est qu'il y a une phrase qui frappe super fort, puis que j'ai un espace après dans la page, ou quand j'ai un temps sur scène après pour la digérer, puis faire « Oh mon Dieu, OK, ça l'évoque ça, ça, ça », puis là, reprendre sur autre chose. Fait que ouais, je dirais vive les temps. On vous a ici avec Carole, donc, qui est aussi directrice littéraire de la collection. Vous la décririez comment comme directrice littéraire? J'ai aimé la tête de Carole à ce moment-là. Moi, j'ai déjà traité de camion. De camion? Traité de camion. Oui. Je veux dire, genre, le gros bétail. C'est un gros camion qui te rentre dedans, là, un 10 tonnes, un 10 roues, là, une grosse patente, là. C'était spécial parce que la plupart du temps, je suis avec Québec et Amérique avec la même éditrice. Donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Puis moi, j'arrivais avec un romance total avec mon texte, mais mon texte théâtral. Puis, c'est bien. Tu sais, Carole, elle m'a dit, il faut que ça devienne
un texte qu'on peut lire, puis on n'a pas toutes les données que toi, tu as dans la tête. Fait qu'elle est quand même très... mais elle a une réputation quand même dans le milieu, là. Je veux dire, elle est réputée pour être quand même très tough, puis elle te laissera pas tomber en même temps. C'est ça qui est le fun, c'est que tout d'un coup, quand tu comprends que c'est de la rigueur, puis que tout ce qu'on veut, c'est que le livre soit le plus fun, puis bon possible, ben, à un moment donné, on s'abandonne finalement à son talent. Puis c'est le fun parce que Carole, c'est une éditrice, mais c'est aussi une autrice. Fait que le dialogue est vraiment riche. Voilà. Prends Chloé, est-ce que ton tu camion. décrirais ça comme un camion aussi ou t'as une autre image? Je pense pas, je sais pas. Après, tu sais, moi, c'est ma première expérience en littérature, là. J'ai seulement écrit un autre livre, puis c'était du théâtre, là. Mais moi, ce qui m'a marqué beaucoup, je pense, c'est la bienveillance, là. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est l'idée de vouloir amener ce texte-là tellement plus loin. Puis, tu sais, le mien, on a eu pas beaucoup de... Ben, on a eu un temps très serré pour le faire. Puis ça a été... Les deux, on a comme fait un pacte de, OK, ça va être un sprint, mais ça va être un beau sprint, là. Puis, tu sais, je pense qu'on a fait... il y avait 8 versions, finalement. On a fait comme 8 versions en dedans de 2 mois. Mais après, moi, je sais que j'aime ça. Tu sais, c'est un challenge que j'aime de recevoir des commentaires, de faire OK, comment je peux réfléchir ça autrement. Puis je pense que le focus de l'histoire aurait été complètement différent et pas aussi clair si j'avais pas eu toi. Il y a aussi, on a fait appel, parce qu'il y avait il y a une question de suicide dans le texte, puis on a fait appel à l'Association québécoise de prévention du suicide pour avoir un œil extérieur, pour s'assurer qu'on ne disait pas des choses qui pouvaient mettre en danger la vie de... Ouais. Et ça a été super enrichissant. Ça a rajouté des versions. Oui, c'est ça, ça a rajouté 2 versions. Mais j'ai des versions, mais des fois, c'était pas des gros changements. Partager les torts avec quelqu'un. Alors, il n'y a pas de tort. Moi, j'ai trippé, là. Donc, Thomas, on est à camion bienveillant. Est-ce qu'on rajoute quelque chose à cette description? Ouais, ben, moi, je suis d'accord avec Amélie là, de dire que ça paraît que Carole est une... Ben, pas camion, mais pas au niveau que ça paraît que c'est une autrice. Parce que, tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai reçu des commentaires, tu sais, c'était comme 3 pages, là, bien denses. Puis moi, j'écris en saut de ligne. Fait que, tu sais, c'était comme bien tassé. Mais il y a comme... On se sent accompagné parce qu'il y a toute une réflexion sur le livre. Puis il y a tout... on voit qu'il y a du temps qui a été mis. Puis de l'amour sur... oui, c'est ça. Oui. On voit que tu es une lectrice puis que tu prends ton travail au sérieux, tu sais. Mais tu sais, pas avec sérieux, mais au sérieux, dans le sens qu'on sent que ça n'a pas été lu sur le coin d'une table. C'est pas comme ah ouais, ça marche moins. Tu sais, il y a toujours une explication derrière. Ça, je trouve ça rassurant comme auteur parce que la pire chose, c'est de se faire dire hey, ça marche pas. Bonne semaine, tu sais. Puis là, t'es juste angoissé. Fait que, tu sais, avec Carole, il y a une explication aussi qui permet de s'orienter dans le travail, là. Tu sais, j'ai aimé ça. Et là, Carole, je vais devoir te demander de m'excuser parce que, oui, en fait, on n'aura pas le temps de lire Cuba parce que le temps file et que j'avais un jeu à vous proposer. J'aimerais vraiment qu'on termine avec ce jeu-là. Donc, je vais vous lire des phrases tirées de vos textes. OK. Et j'aimerais que vous me disiez, ça vient de quel livre? Là, en plus, vous avez entendu des extraits, donc il y a peut-être une voix que vous allez entendre. Si c'est de votre texte, vous n'avez pas le droit de crier « moi ». OK. Comme idéalement, question qu'on laisse un peu de suspense. Est-ce qu'il faut taper sur la table ou on dit tout le monde? On repatine, genre. Un petit bruit de buzzer, là. vous levez la main comme à l'école. Oui, c'est ça. OK, là, vous pouvez... Non, on hurle, on est des sauvages. Là. Oui. OK, vous pouvez hurler. OK, cool, c'est parfait. Moi, je vais lever la main. OK. Je vais commencer par une facile. Je vais non seulement disparaître, mais je vais me faire tuer par une créature magique. Nice. Ça marche. Oui. Vous, J'avoue. J'aimais quand même cette partie-là de comme, à un moment donné, je vais disparaître, mais là, je par une créature magique, là, il y a comme un plaisir à ce côté. Ouais, tant qu'à, là, tu sais, pourquoi pas le faire bien? C'est ça, on va faire ça en grand. Donc, ça, c'était facile. OK. Alors, une autre. Tout est de ma faute à moi. Et ça fait tellement mal que je suis pas capable d'arrêter de brailler. Carole. Carole. Ah oui, vous êtes sûr de votre coup? Amélie. Ouais, Amélie, je pensais peut-être. Il n'y a pas de sa faute, hein, Lily? Non, Carole. Oui. Oh, Carole. Parce que son personnage est quand même vraiment en détresse profonde quand même. Je viens de le lire en plus, alors pas d'excuses. Ah ben là, il fallait pas que tu dises ça, là. Ouais. OK. Mes jambes ont juste comme temporairement arrêté de fonctionner. J'imagine que ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est Amélie. Amélie.
Ah oui, là, vous êtes sûr, là. Pourquoi ça viendrait d'Amélie? Parce que ça vient... C'est pas moi. c'est pas toi. Ah, pas moi. Euh, Pas moi, c'est pas assez magique, c'est pas clair. OK. Euh, T'as lâché ma main, puis tes ongles sont restés imprimés dans ma paume, dans mes doigts, dans ma tête. C'est au-dessus. Fait que je dirais Après, Chloé. Chloé. Ah, j'avoue que là, là-dessus, il y avait quand même quelque chose, là. C'est vrai que facile. OK. Moi, je pleure, puis mon maquillage coule partout. Thomas. C'est Thomas. Amélie avait vraiment une hésitation Oui, profonde. comme là. mon maquillage Tu fais en doigt et quoi? Genre, tu te demandais, je Il venait pas de Cuba. Ah, ça aurait pu venir de Cuba. Ouais. Ça aurait pu venir de Cuba. Bon, le prochain, si vous l'avez lu, c'est sûr que vous savez de quoi on parle. Combien de choses sur combien on avait de fabriquer Super Pita? Amélie. Il y a Chloé qui est comme sur le choc en ce moment. Je suis comme, je sais pas. Ah, ceux qui savent, savent. Ça. Dans la gang qui sait pas. Ouais. Vous avez Parce que- rencontré Super Pita. Ah, ben là, je voulais absolument mettre Super Pita. OK. Parce que dans Diamant tendre, il parle d'une possibilité d'enfant peut-être qui aurait été créé après la scène que nous avons lue. Et le personnage appelle cette possibilité-là Super Pita. Ouais. Elle appelle le bébé qu'elle imagine Super Pita. C'est le nom. C'est un personnage secondaire, là. Je l'adore, super pitol. On peut le monologue de Super Pita. Oui. Il y a quelque chose qui se passe de là. À partir de ce moment-là, j'ai pensé qu'on n'allait plus jamais traverser seul une journée de tempête. Chloé. Chloé. Ah oui, c'est pas juste, c'est comme des toutes. J'ai fait attention de ne pas mettre de dessus, celle-là. Il y avait un on, mais au moins, il n'y avait pas de dessus, mais je comprends. OK. Mais oui, moi, je pleure puis mon maquillage sur partout. Je pense que je ne l'avais pas dit, mais c'est bien avec le vidéo. Et donc, si tout ça n'avait pas tourbillé dans ma tête assez vite pour me donner mal au cœur, ben peut-être que je l'aurais vu à temps, l'esti de cycliste fantôme. Ah, ben là, c'est Les flingues, le cycliste fantôme sur la couverture aussi avec juste ce vélo-là. C'est comme quand tu disais tout à l'heure, on frappe un vélo. Là, il y a comme, ben là, on frappe un vélo, c'est pas grave. Là. Je veux dire, on s'excuse. Là, ça peut abîmer la voiture, mais il y a peut-être un cycliste fantôme sur le vélo. Ceci conclut cette table ronde. Je vous remercie de votre générosité. C'était très chouette de plonger dans vos univers et merci de votre écoute. Merci. Merci. Merci, Sophie. Sophie!